Utah about 6 in the morning. Yeah, this is what I want. On a vu un magnétophone. Il était possible qu'il ait enregistré quelque chose qui soit en rapport avec l'homicide. Ces enregistrements se sont révélés être un journal audio. C'est l'homme le plus violent que j'ai jamais vu. Il faut être malade dans sa tête pour commettre un tel crime. C'était au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. Ma mère ne méritait pas d'être violée. On a lancé la lecture. Ces bandes ont de quoi donner des cauchemars. If I get a chance, I'm kidnapping this one. She's mine. La vallée de Coachella comprend 9 villes. Desert Hot Springs, située au nord-ouest. Palm Springs. Cathedral City. Rancho Mirage. Palm Desert. Indian Wells. Indio et Coachella. La région autour d'Indio et Palm Desert était bien différente il y a une trentaine d'années. Il y avait plus de zones désertiques non développées, très ouvertes. C'est un réflexe de policier. Pour sa sécurité, la main qui tire doit rester libre, pendant que l'autre ouvre et applique le baume à lèvres tout en parlant. C'est l'utilisation stratégique et tactique du baume à lèvres. En 1991, j'étais enquêteur au bureau du shérif d'Indio. Je travaillais essentiellement sur des infractions et je commençais à enquêter sur des cambriolages. Le taux d'homicide était bas, celui des cambriolages aussi. On vivait dans un endroit tranquille et on faisait tout pour que ça le reste. Mes parents trouvaient que la Californie était un bon endroit pour nous élever parce qu'il y avait plus d'opportunités. C'était plus facile de s'y épanouir. Il y avait donc ma mère, Fatima, mon père, Lionel, ma sœur, Michel, et puis moi, la petite, moi. Mon père est mort en 87, j'avais 16 ans. Après son décès, ma mère a tout fait pour sortir la tête de l'eau. Elle est restée forte, pour elle et pour moi. Puis on a déménagé toutes les deux à l'intérieur des terres. Le désert était un endroit rassurant, parce que c'était calme. Une fois dans le désert, ma mère s'est inscrite à des cours de mécanique automobile et de développement de l'enfant, en plus de son travail d'aide-soignante. On allait au collège ensemble le soir et elle travaillait la journée. La plus grande passion de ma mère, c'était les voitures. Elle avait une Datsun de 81 qu'elle adorait plus que tout. Dans sa classe de mécanique, ils avaient pour projet de démonter le moteur de sa voiture et de le remonter tous ensemble. Fatima semblait très calée en automobile. Elle aimait beaucoup sa voiture. En avril 1991, ils avaient décidé dans la classe de désosser cette voiture et de la réassembler. Pendant cette période, elle se faisait donc accompagner en voiture par ses amis et camarades de classe. J'avais une sorte de gastro qui m'a empêché d'aller au collège ce soir-là. Ma mère aurait dû rentrer à 22 heures. Le 22 avril, elle quitte les cours pour rentrer chez elle et personne ne la reverra.
L'après-midi du 23 avril 91, une jeune femme s'est présentée au poste de police d'Indio et a glissé plusieurs polaroïdes sous la vitre de la standardiste. Elle leur dit « Il y a un cadavre dans le désert ». Elle a expliqué qu'en conduisant dans le désert, elle était tombée sur une femme morte. Elle a pris le corps en photo pour le montrer aux policiers. J'imagine ce qui se passe dans leur tête. Retrouver un corps dans le désert, ça n'arrive pas tous les jours, mais ce n'est pas inhabituel. C'est même assez fréquent. Cela fait longtemps que les gens déposent des corps dans notre région après un homicide. Ils pensent certainement que c'est une bonne idée, que ça les protégera. Mais le désert a une population qui lui est propre et les cadavres sortent vite du placard. On m'a confié l'affaire vers 15 heures. Il y avait moins de 10 minutes de route. J'ai immédiatement pris le matériel dont je pensais avoir besoin, c'est-à-dire un bloc-notes et de quoi écrire. Puis, j'ai foncé sur place. C'est à peu près là qu'on a trouvé le corps. Ça n'a guère changé en 29 ans. Il n'y avait pas ces maisons. Mais la zone habitée d'Indio se trouvait juste derrière, donc à proximité de la scène de crime. La victime ne portait sur elle qu'une chaussure. À ce stade, on ne savait pas qui c'était ni comment elle était arrivée là. Il y avait des traces de pneus qui pouvaient venir du véhicule suspect. Il semblait s'être enfoncé en marche arrière jusqu'ici. Et la victime avait été traînée hors du véhicule à cet endroit. Puis le véhicule suspect est reparti dans la même direction. Nous avons constaté que la victime avait été mutilée. Elle avait des blessures par arme blanche sur la poitrine et une dans la gorge. Il y avait aussi des traces sur son dos qui ressemblaient à des lettres. On aurait dit quelque chose comme « Je, cœur, Jésus » gravé sur la peau de son dos. C'est en voyant ça qu'on s'est dit qu'on avait affaire à un malade psychotique. À ce stade de l'enquête, il fallait rapidement identifier la victime, car sans cette information, chercher un suspect est impossible. Il n'y avait aucun indice sur l'identité de la victime, et encore moins sur celle d'un suspect potentiel. Il n'y avait rien du tout. À l'époque, j'étais journaliste spécialisé dans les affaires criminelles en Californie. Quand j'ai entendu parler de celle-ci, je n'en savais pas grand-chose. J'ai alors mené une enquête approfondie qui s'est avérée aller au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. Pendant mes recherches, j'ai enregistré toutes les interviews. Elles n'ont jamais été diffusées. Okay? It makes no sense he's going to stop there. None whatsoever. Because what does he do? His conscience isn't going to stop him. He has no conscience.
My first victim was 130 pounds, brown eyes, black hair. I was planning on killing her, but I didn't have everything I needed. Went back to the apartment I rented, got the gun, knife, taser, picked up my victim. Got to Donna Shore, just about a block from Donna Shore Road. I pulled the gun on her. Les cours du soir au collège commençaient vers 18h et finissaient vers 21h30. C'est une femme responsable, qui a un emploi, qui suit une formation. Elle a des filles, des petits-enfants. Rien ne semble indiquer qu'elle soit partie faire la fête sur un coup de tête. On peut donc comprendre que ses filles et les personnes qui la connaissent soient très inquiètes. Où est-elle? Ce soir-là, je ne dormais pas et j'ai commencé à me poser des questions. Pour tout dire, j'avais déjà un mauvais pressentiment. J'ai appelé ma mère. J'ai appelé son travail. Il ne l'avait pas vue. J'ai appelé au collège, mais là non plus, il ne l'avait pas vue. Je savais que je ne pouvais pas la porter disparue pendant les 24 premières heures. Mais pour moi, ce n'était pas une disparition. Je savais que c'était plus grave. On cherchait à identifier une femme mutilée, trouvée dans le désert californien. C'était une femme afro-américaine, environ 1,60 m, pour une soixantaine de kilos. Elle avait une dent en or avec un trèfle et elle portait une chaussure, mais c'était à peu près tout. L'endroit isolé où le corps avait été jeté était déjà un problème en soi, parce qu'on ne savait pas si des éléments de preuve s'étaient perdus sur le chemin ou s'ils avaient été emportés par le vent. Ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est que quand un corps est laissé dans un tel environnement, ça complique l'enquête, parce qu'il n'y a généralement pas beaucoup d'indices sur place. Et s'il y en a, il faut vite les repérer, car le désert ne nous laisse qu'une petite fenêtre d'opportunité. La question que je me posais donc, c'était: vais-je réussir à résoudre cette enquête? Il y avait plusieurs bijoux sur les lieux du crime. Il y avait aussi quelques vêtements qui semblaient avoir été portés par la victime, notamment une chemise, des collants, une brassière. La victime portait des extensions de cheveux et plusieurs mèches qui avaient été arrachées étaient éparpillées autour du corps. Quand on a retourné le corps, c'est là qu'on a pu observer la blessure par balle en pleine tête. La mort avait probablement été provoquée par cette balle, mais il fallait attendre l'autopsie pour être sûr que les coups de couteau n'avaient pas été fatals. Quand on a découvert les mutilations qui avaient été faites à la victime, on a su que c'était un type de crime auquel aucun de nous n'avait jamais été confronté. C'était effrayant. Il est évident, vu la façon dont le corps a été maltraité, que ce n'est pas un homicide comme les autres. C'est un acte absolument effroyable, très violent et très dangereux.
Ce n'était pas un acte classique, une victime tuée par balle puis jetée dans le désert. Pour beaucoup, c'était totalement inédit. Il y avait très peu de chances que ce soit un coup d'essai pour le tueur. Ce que craignaient les autorités, et tout le monde en réalité, c'est que ce soit le début d'une vague de violence, et non la fin. Donc pour la police dans le secteur d'Indio, il était crucial d'identifier la victime et de trouver le tueur avant qu'il ne récidive. On peut dire que si le détail des blessures infligées avait été communiqué au public, il y aurait eu une réelle angoisse généralisée. Et c'est ce qu'on voulait éviter au maximum. On a rentré les empreintes digitales de la victime dans une base de données qui couvrait toute la Californie, ainsi que dans une base de données nationale, mais sans succès. En 91, tout n'était pas enregistré, partagé, photographié. Il fallait donc plus de temps pour savoir qui était la victime et ce qui s'était passé. Or, le temps leur était compté dans cette affaire. Je l'ai cherché en voiture. J'ai fait du porte-à-porte. C'était dur parce que je savais déjà qu'il n'y avait plus d'espoir. Alors le lendemain matin, je suis quand même allée signaler sa disparition. Dans l'après-midi du 25 avril, j'ai reçu un appel du bureau du shérif voisin qui m'informait qu'une personne avait disparu dans sa juridiction et que cette personne avait une dent en or avec une feuille de trèfle gravée dessus. Je venais de recevoir le rapport d'autopsie et j'ai su qu'on l'avait identifié. Je n'ai pas douté une seconde. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Quand j'ai vu la photo de Fatima Van, j'ai su que c'était elle. J'ai eu confirmation pour ma mère le lendemain matin, quand les inspecteurs sont venus chez moi. Je n'ai pas posé beaucoup de questions parce que j'étais ailleurs. Je n'avais pas la tête à poser des questions. C'est mon oncle qui est allé l'identifier. Elle n'était pas identifiable 24 heures après sa mort. Laissée à même le sol, sous une couche de détritus, elle ne méritait pas ça. Ma mère ne méritait pas d'être violée, sodomisée et mutilée. Identifier un corps, ce n'est jamais facile. La famille était totalement bouleversée. Bien sûr, ils se sont effondrés et ils ont pleuré. Mais il y avait urgence. On devait savoir ce qu'elle avait fait avant de disparaître. Quand elle avait disparu, à qui elle avait parlé. On a commencé par leur demander comment était leur mère, quelles étaient ses habitudes et ce qu'elle avait prévu de faire précisément ce lundi 22 avril. Ils m'ont posé tellement de questions. Lui arrivait-il d'aller chez des amis? Avait-elle un petit copain? Est-ce qu'il y avait des lieux ou des contacts dont il n'avait pas déjà connaissance?
On a été autorisé à fouiller la chambre de Fatima, mais ça ne nous a rien apporté. Toujours pas de suspect. Ma mère débordait d'amour. Elle prenait soin des laissés pour compte. Elle pensait que tout le monde méritait de finir sa vie avec quelqu'un. Ce qui confirme ce que je savais déjà à propos d'elle. Elle avait un cœur pur. Plus on en apprenait sur elle, plus on interrogeait les gens qui la connaissaient, moins on comprenait qu'elle puisse avoir été visée. Si ça continuait comme ça, on ne trouverait jamais le coupable. Si ce drame frappe quelqu'un comme Fatima Van, alors personne n'est à l'abri. La personne qui avait fait ça pouvait être n'importe où. Ce que j'ai appris ensuite m'a littéralement horrifié. Le 26 avril, un homme répondant au nom de Ralph Golindo contacte la police de Burlingame, car il s'inquiète pour deux femmes qu'il connaît, deux amies, Eva et Carol. Monsieur Golindo prenait souvent le café avec ces personnes, mais elles n'étaient pas venues 2 jours d'affilée, ce qui ne leur ressemblait pas. Il est allé chez elles et il a constaté des choses étranges. De toute évidence, leurs animaux étaient laissés à l'abandon. Les chiens aboyaient, la maison ne semblait pas entretenue. Il a tout de suite senti que ce n'était pas normal. Alors il a contacté la police. J'ai travaillé pour la ville de Burlingame pendant 30 ans. En 91, on m'a chargé d'enquêter sur les crimes contre la personne. J'étais déjà dans la police depuis 21 ans et j'étais prêt pour cette mission. Un agent a été envoyé sur place pour vérifier l'état de santé de ces deux femmes. Il a frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Il a alors contourné la maison pour voir s'il y avait une porte ou une fenêtre ouverte. Sans succès. Sur le côté, il a alors constaté que la porte du garage était ouverte. Il a frappé plusieurs fois sans réponse. Il est entré et c'est là qu'il a vu un corps allongé par terre. I got up and hugged Carol. She said, "Don't try this. Just cares for that gun." I said, "You don't strip, I'm gonna shoot you." C'était une jolie propriété, une maison avec 2 chambres. À l'extérieur, on a remarqué plusieurs journaux et cartons empilés à l'endroit où le courrier devait être distribué. C'est le signe que la maison était inoccupée depuis 2 ou 3 jours. Quand j'ai pénétré à l'intérieur, il y avait 2 chiens en liberté. Ils aboyaient. Alors on a dû les évacuer. Il y avait une femme âgée allongée par terre, visiblement décédée. Elle était totalement nue, à l'exception d'une serviette enroulée autour du visage et qui avait été perforée par une balle au niveau de sa bouche. En fouillant le reste de la maison, les agents ont vu du sang sur le sol de la cuisine. Ils ont trouvé un autre corps dans la maison, celui d'une autre femme, couchée sur le dos dans le salon, partiellement dévêtue.
Elle avait d'importantes plaies au niveau de la poitrine et semblait avoir été tuée d'une balle dans la tête. La femme du garage était Eva Peterson et celle du salon était Carol Spadoni, la fille d'Eva. Le nez et la bouche de Carol étaient recouverts de gros adhésifs. Dans les affaires d'homicide, les victimes sont généralement abattues ou poignardées. Là, elles ont été abattues, poignardées, mais aussi brutalisées. Il fallait avoir beaucoup de haine envers ces femmes pour en arriver là. Ce contrôle de routine s'est vite transformé en double homicide. Certainement l'affaire la plus sordide dans l'histoire de cette communauté. Quand on en savait davantage sur Carol et Eva, c'était dur d'imaginer qu'elles puissent être les victimes d'un homicide. Burlingame était à cette époque une petite communauté dans la périphérie de San Francisco, bien moins développée qu'aujourd'hui. Carol a eu une enfance normale. Mais ensuite, vers l'âge de 15 ans, elle a eu des problèmes d'alimentation et elle est passée de 60 kilos à 35 kilos. À partir de ce moment-là, elle a souffert d'anorexie et de troubles de l'alimentation. Comme Eva était une maman attentionnée, elle s'est concentrée exclusivement sur sa fille et avec le temps, elles sont devenues fusionnelles. Elles étaient dépendantes l'une de l'autre et elles se sont isolées du reste du monde. My grandfather and Carol's grandmother were twins. Now, Carol was, I think, maybe about 8, maybe 10 years old from me. She went to high school with my sisters. She was very nice. She did not have, you know, a mean bone in her body or an ill-tempered bone or an unfriendly bone. They both were just very nice people. Ces deux femmes étaient spéciales, assez renfermées sur elles-mêmes. La maison était très encombrée de cartons et de vêtements. C'était assez surprenant venant d'elles. Ça semblait presque compulsif. Elles achetaient des produits issus de la vente directe en marketing de réseau, et notamment des vêtements et des bijoux. Toutes sortes de vêtements, des sweatshirts, de la lingerie. Et il y en avait vraiment beaucoup. Mais rien ne semblait avoir été volé. Carol et Eva menaient une vie paisible. Elles n'embêtaient personne. On peut donc se demander quel genre de personne s'introduirait chez deux femmes innocentes pour les maltraiter avec autant de violence. Ralph Golindo était un pompier à la retraite de San Francisco. Il avait sympathisé avec Carol et Eva. Quand il a contacté la police, l'une de ses premières phrases a été « Vous allez trouver des cadavres ». Take me through that day, as best you can remember. I called them the night before, no answer, you know. The whole thing, it didn't make sense. And why were you so sure that there would be bodies inside? What made you think that, of all things? You see both cars there, and you see the animals haven't been fed. Il nous a dit qu'il n'était pas entré dans la maison, qu'il avait frappé à la porte en vain. Alors comment savait-il qu'il y avait deux corps si ce n'était pas le tueur? C'est ce que font toujours les autorités. S'intéresser d'abord à la personne qui a trouvé le corps ou qui les a renseignés sur un crime potentiel. Si en plus cette personne leur dit « vous allez trouver deux cadavres dans cette maison », elle intègre immédiatement la liste des suspects. Il n'a été écarté que quand on a trouvé un autre suspect, grâce aux informations trouvées dans la maison.
she hollered at me and said, "There's a bunch of letters here." So I went in and I picked up one of these letters. And I go, "Oh shit." On a trouvé entre 60 et 70 lettres, certaines remontant à 1986. Ces enveloppes étaient importantes car elles portaient la lettre C en guise d'adresse de retour à l'envoyeur, ce qui voulait dire qu'Eva et Carol étaient en contact avec un détenu carcéral de Californie et qu'elles correspondaient avec lui depuis un bon bout de temps. Mais on ignorait les raisons de son incarcération. Les enquêteurs ont dû se poser toutes sortes de questions, parmi lesquelles: qui est cet homme? Est-il toujours en prison? A-t-il un lien avec cette affaire? Est-ce une sorte de vengeance? Quel est le rapport entre l'homme qui a écrit ces lettres et les deux victimes? Ces lettres provenaient d'un détenu qui s'appelait Philip Carl Jablonski. À ce moment-là, c'est devenu le suspect numéro 1 dans cette affaire. Et je me suis alors entièrement concentré sur ce suspect, M. Jablonski. Le 25 avril, 2 jours après la découverte du corps, la victime Fatima Van était identifiée. On s'est alors intéressé à son passé. Le 26 avril 91, dans l'après-midi, le téléphone de mon collègue a sonné. C'était le bureau de police de Palm Springs. Un officier nous a dit que notre affaire leur rappelait une autre affaire qui avait eu lieu chez eux à la fin des années 70 et dont le suspect était un certain Philip Carl Jablonski. Les enquêteurs ignoraient que ce n'était que le début. Philip Jablonski avait servi dans l'armée de la fin des années 60 jusqu'au milieu des années 70. À cette époque, il avait déjà eu plusieurs échecs sentimentaux. Ses partenaires l'avaient quitté car il était sexuellement violent, ce qui nous amène à la fin des années 70. Jablonski a rencontré Linda Kimball dans une discothèque. Et ils se sont mis ensemble. Ils ont eu un enfant et ils se sont installés à Palm Springs. En 78, Philip Jablonski avait 32 ans et Linda 29. Plus le temps passait, plus il était violent avec sa femme. Elle s'est vite rendue compte qu'elle avait épousé un homme perturbé. Et c'est un euphémisme. Il la rabaissait devant les voisins et les proches. Il a même tenté de violer la mère de Linda. Plutôt que de le dénoncer, ils ont tenté de lui venir en aide. Ils l'ont conduit dans un hôpital militaire. Il a d'abord été diagnostiqué comme non homicidaire et non suicidaire. Les médecins lui ont prescrit des médicaments, mais ils l'ont laissé sortir. Ils ont vu un autre docteur qui a prolongé son traitement. Bien qu'estimant lui aussi que Jablonski n'était ni homicidaire ni suicidaire, il leur a dit de signaler l'agression sexuelle et de s'éloigner de lui. Ce qu'ils ont fait, c'est que, au lieu de rentrer à Palm Springs, ils l'ont déposé chez ses parents. Un jour de l'été 1978,
Alors que le couple était séparé, il informe Linda qu'il s'absente de la maison pour aller pêcher. Elle commet alors une terrible erreur. Elle profite de l'occasion pour retourner chez elle. Pour se protéger, elle l'a quitté et refuse de s'approcher de lui. Elle se dit donc « Parfait. Comme il n'est pas dans la maison, je vais pouvoir y aller et prendre des affaires pour mon enfant. » Jablonski est là. Il l'attend. Un peu plus tard, le père de Jablonski est arrivé, car ils avaient prévu une partie de pêche. Et Jablonski est parti chercher du matériel dans son appartement. Quand le père est arrivé, la porte n'était pas verrouillée. Son fils n'était pas là. Et Linda Kimball était morte dans la chambre. Elle a été rouée de coups et étranglée à mort avec une ceinture. La ceinture était si serrée qu'il était impossible de la défaire. Pendant l'autopsie, il a même fallu la couper. Et puis, Linda avait également été violée. Pendant les mois avant le meurtre de Linda, il y a eu des témoignages d'appels téléphoniques obscènes. La présence de cet homme massif dans cette résidence rendait les femmes nerveuses. Il était connu pour fixer du regard toutes les femmes de la résidence. Ça stressait tout le monde. Ses appels anonymes lubriques, ses allusions sexuelles, ses comportements inappropriés mettaient tous les résidents à cran. Il mettait mal à l'aise et effrayait les femmes qu'il croisait. Le meurtre de Linda Kimball a été violent. Il l'a ligotée, frappée, étranglée, poignardée, tout ce qu'on peut imaginer de pire. C'était certainement un schéma comportemental que Jablonski était susceptible de reproduire. Les enquêteurs qui ont travaillé sur cette affaire ont émis l'hypothèse que Jablonski avait toujours eu des fantasmes de relations sexuelles violentes et qu'avec Linda, il a été au bout de ce fantasme. Il ne l'a pas seulement étranglée, frappée et poignardée, il a été jusqu'à la tuer. And Monday night was her dying night and rape night. Au lieu de se cacher après son acte barbare, Philippe Jablonski prend le volant et erre dans le secteur. À ce moment-là, ses pulsions meurtrières ont pris le dessus. Il lit l'annonce d'une femme qui vend sa cuisinière. Il va chez elle, menace son enfant de 3 ans avec un couteau, étrangle la femme et la laisse pour morte. S'ensuit une chasse à l'homme de 11 jours, jusqu'à ce que Jablonski appelle ses parents et décide de se rendre. Après son arrestation, il reconnaît les faits. Il explique qu'il ne voulait pas que Linda le quitte. Il considérait qu'elle lui appartenait et qu'il pouvait donc lui faire ce qu'il voulait, y compris mettre fin à ses jours, car elle ne pouvait pas être avec un autre que lui. Le 2 mars 1979, Philippe Jablonski a été condamné à 7 ans de prison pour meurtre sans préméditation. Malgré la barbarie et la préparation évidente du meurtre de Linda, l'accusation n'a pas estimé avoir de quoi inculper Jablonski pour meurtre avec préméditation. Ils ont opté pour le crime passionnel et pour tous les faits, il n'a écopé que de 7 petites années de prison. En lisant le dossier, j'ai été surpris de voir qu'il aurait dû être libéré sur parole dès le mois de mai 84. Mais il a reçu une autre peine pendant son incarcération.
pour avoir tenté de tuer sa mère lors d'une visite familiale en prison. J'ai su que c'était notre homme. Une fois sa deuxième peine purgée, en août 90, Philippe Jablonski a été libéré sur parole dans le comté de Riverside. C'est là que vivait Fatima Van. Her mentioning at one of the family dinners that she'd been writing to this guy and that he was in prison for murdering his wife. And that was it, that there was, you know, some sort of a relationship. All of us were appalled by it. La police fait alors une découverte troublante. Carol a épousé M. Jablonski pendant son incarcération. La première chose qu'on se dit, c'est que Jablonski est rentré à la maison pour réclamer son dû, ou pour se venger. Son agent de conditionnel nous a dit qu'il n'était pas supposé être à Burlingame. Personne ne savait où était cet homme, ni s'il allait frapper à nouveau. Les autorités pouvaient craindre que le tueur fasse d'autres victimes. En saisissant son nom dans l'ordinateur départemental, on a découvert qu'il avait reçu un PV 3 jours avant dans la ville de Burlingame. Le 23 avril 1991, un agent à moto avait arrêté un véhicule dont le conducteur avait enfreint une obligation de tourner à gauche. L'agent ne constate rien d'anormal. C'est une opération de routine. Bien sûr, ce policier ne sait pas à qui il a affaire. Il ignorait qu'il était face à un tueur en série. Quand un homme coupable du meurtre de sa première femme se présente dans le quartier de sa deuxième femme et que celle-ci se fait tuer en même temps que sa mère, ça ne peut pas être un hasard. To help efforts to rehabilitate a soul. We'll pair you with a local inmate to correspond with and spread the word of our Lord and Savior, Jesus Christ. La police a dû s'interroger sur le lien entre les victimes et ces lettres. Eva et Carol étaient des femmes réservées, peu ouvertes sur l'extérieur. Pourtant, elles écrivaient à un prisonnier. Ils s'étaient connus par un groupe confessionnel qui encourageait les paroissiens à écrire à des détenus pour tenter de les convertir au christianisme. C'était la relation parfaite pour Carol. Elle ne risquait rien parce qu'ils n'étaient pas supposés se rencontrer physiquement. Il y aurait donc à la fois une distance géographique et une proximité épistolaire et quotidienne. Dans certaines lettres, il était charmant. Il n'écrivait pas bien, il faisait des fautes. Mais il s'efforçait d'être gentil et de paraître insouciant. The families kind of go way back. And we used to always have family dinners with Carol's and, Eva's mother. She would have Thanksgiving or Christmas dinners. And so, it was that kind of relationship. We saw each other on the holidays all the time. And
My mother was closer to Eva because they were similar in ages. You know, Eva was just a very nice lady. She was very involved in the environment and pets and, you know, trying to be as helpful as she could as far as writing letters and being an advocate for animal rights and that type of thing. Mm-hmm. And she had her own animals, dogs and cats. You know, from what I gathered, she was just very quiet. She liked her dancing, but other than that, she was very average and popular as far as I know. But I think she became anorexic at about the age of 13 or so, and I think it got steadily worse. And in those days, no one knew what it was. And that was her illness. And, you know, the things that she went through over the years, she just never got, I guess, the proper help, so it always got worse. And she had a lot of medical problems because of it. Well, she wrote constantly. I'd say she probably wrote almost every day. And, yeah, and he'd write back a lot. Yeah, I would say they wrote to each other at least 2-3 times a week. Pendant 2 ans, leur relation est épistolaire. Puis en 82, Carol accepte d'épouser Philippe Jablonski alors qu'il a été condamné pour le meurtre de sa première femme. I guess she thought she could save him, that she could be of benefit to him, and that, you know, he was a changed man. Dans ses lettres, Jablonski est très charmant. Il écrit les mots justes, mais il manipule Carol. Au début, il profite de sa naïveté et de sa vulnérabilité de femme qui n'a pas beaucoup d'expérience dans ses relations avec autrui. Petit à petit, Carol est devenue inquiète, car les lettres de Philippe étaient de plus en plus sexuellement connotées. Il évoquait même ses fantasmes avec Eva, sa belle-mère. Je pense que tant qu'il était enfermé, les 2 femmes n'étaient pas plus inquiètes que cela. Quand elles ont pris conscience qu'il allait bientôt sortir de prison, elles ont su qu'elles avaient un problème. Au milieu des années 80, Carol est mariée depuis quelques années à Philippe Jablonski. Elle a tout fait pour rester loin de lui. Elle n'est pas venue aux visites conjugales qu'il a organisées. Et il y en a eu 13. He was pressuring her into these conjugal visits. When she did go for visits, she always took her mother with her. And it was probably during those times that she had cut her hair. She said that was because he used to put his hands around her throat and say that you have such long, beautiful hair. I think about strangling you with your hair or something to that effect. And after that, she cut it. En 1985, Philippe Jablonski a demandé une ultime visite conjugale. Il a envie d'une petite réunion familiale avec ses parents d'une part, et il l'espère, Carol et Eva de l'autre. Mais encore une fois, Carol décline l'invitation. Philippe devient fou de rage. Et il s'en prend à sa propre mère, qu'il attaque à main nue. Il essaie de l'étrangler et de la tuer. Et il y serait certainement parvenu si son père, le père de Jablonski, n'était pas intervenu. L'incident aboutit à une prolongation de peine de 5 ans, ce qui nous amène en 1990. Philippe Jablonski est libéré sur parole et conduit à Inyo. Dans le cadre de l'accord de libération conditionnelle, il ne devait pas venir dans le comté de San Mateo, parce que Carol avait peur de lui. Elle n'avait plus aucun contrôle sur lui. Et elle était inquiète de ce qui pouvait arriver. Jablonski était un loup dans la bergerie, prêt à fondre sur ses proies dès qu'il sortirait de prison.
On cherchait le tueur et son véhicule, sans savoir qu'au même moment, il faisait une autre victime dans le Wyoming. Une jeune femme roulait dans le Wyoming avec son chien. Elle s'est garée sur une aire de repos pour qu'il se dégourdisse les pattes. Elle s'est dirigée vers les toilettes quand elle a vu une berline grise devant elle. As soon as these people leave, she's mine. Look at that ass. Gorgeous big woman. Now I'm losing her. She's getting ready to leave. Jablonski est en cavale et il a clairement besoin d'une nouvelle proie. Toute personne qu'il croiserait à ce moment-là deviendrait une victime potentielle. Il s'arrête sur une aire de repos dans le Wyoming et observe une femme depuis sa voiture. Man, what I'd give anything and fuck that. What I'd give for this woman. Come on, you guys, leave the fucking restroom so I can have her. Elle a vu le conducteur glisser côté passager et sortir de la voiture. Il avait quelque chose dans la poche de son pantalon. Il a alors mis la main dedans et en a sorti un revolver. Il a brièvement pointé vers elle avant de le faire tomber, par maladresse, selon les dires de la jeune femme. Elle a compris ce qu'il voulait faire et, craignant pour sa vie, elle a couru vers sa camionnette. Elle l'avait senti. Dès qu'elle l'a vu avec un objet dans sa poche, elle a su qu'il allait lui arriver quelque chose de grave. Elle a roulé jusqu'à un relais routier et elle a contacté les forces de l'ordre. Quand la police a obligé Jablonski à se garer, il a dû penser que la partie était finie. Ça y est, il va être arrêté. There's two more that just went in the bathroom. I just walk in and shoot him and do what I want with him. Philippe Jablonski se range sur le bas-côté. C'est énorme. Le problème, c'est que c'est la veille du jour où les corps de Carol et Eva vont être découverts à Burlingame. Et donc, il n'y a pas de mandat d'arrestation. Il n'est pas encore recherché à l'échelle nationale, car son nom n'est pas ressorti vu qu'ils n'ont pas trouvé les cadavres. Il a expliqué aux policiers qu'il était sorti de sa voiture pour aller aux toilettes et que l'arme était tombée de sa poche, sans même qu'il s'en rende compte. L'agent s'est dit que tout le monde avait une arme au Wyoming. Il a cru son histoire et l'a laissé partir. Il ignorait que c'était un tueur en série. C'était l'après-midi du vendredi 26 avril 91. Et un bulletin d'information a retenu notre attention. La ville de Burlingame demandait de l'aide afin de localiser le suspect d'un double homicide qui avait eu lieu dans leur juridiction. Ils pensaient que ce suspect pouvait se trouver dans le comté de Riverside, car il était en conditionnel à Indio. La présentatrice a donné le nom du suspect recherché. C'était Philip Carl Jablonski. J'ai appelé la police de Burlingame.
À ce moment précis, la police sait déjà que 3 femmes dans 2 zones différentes ont été mutilées et assassinées avec une extrême violence. Ils savent aussi que l'homme qui a fait ça est un récidiviste et qu'il est en liberté. On imagine donc facilement dans quel état de panique ils doivent être. Ils sont prêts à tout pour trouver cet homme, qui est clairement en pleine folie meurtrière. I guess where I'd like to start is maybe where you first remember meeting this guy. Okay, well, he was brought here by parole. He was released. When these men get out, some of them have families, some of them just get turned out on the street, other people don't. So they rented him the room. He was given whatever rules and regulations that he was to live by. And he had a good parole officer. When he came in, I always ask if they're on drugs, because that's important and I don't want them. And he wasn't. Physically, his body had deteriorated. It doesn't matter that he was incarcerated, and he could talk about different things. We talked about baseball. I only saw his temper once. There was a girl living in the hotel who wasn't a very nice girl. Apparently, she went in and took his money. And he was a big man. And he put his hand under her chin, and she was a big girl, too. And he literally lifted her up this way against the wall, just slid her up. And he said, walk in my room again and I'll kill you. He's an overweight slob, just a big slob. He was pleasant, not really amusing. I'd just like to know why they let him out. If people kill people, they shouldn't get out. La perquisition de la chambre de Jablonski a été concluante. Il y avait un t-shirt maculé de sang. Quand on voit autant de sang, ça nous ramène tout de suite sur la scène de crime. Est-ce qu'il a été porté pendant le meurtre de Fatima Van? Il y avait aussi une lettre de Carol Spadoni, de Burlingame. Toutes les pièces du puzzle se mettaient en place. Tout devenait clair. L'agent de conditionnel de Jablonski nous a dit qu'il était inscrit au collège du désert, dans un cours de mécanique automobile, comme Fatima Van. Il est clair que Philippe Jablonski avait beaucoup de colère en lui, qu'il avait besoin d'évacuer. Les recherches que j'ai effectuées ont montré qu'il avait préparé le meurtre de Fatima Van pendant plusieurs semaines, avant de passer à l'acte. Quand les élèves de la classe ont été interrogés, il s'est avéré que Jablonski travaillait avec Fatima Van sur sa Datsun et que leur espace de travail était à l'écart des autres étudiants. She was neat. She had a bubbly personality, and she was self-sufficient. She was fun in the class. That car was her baby. She was fun to have in class. I've met a lot of people in my life that I wouldn't feel bad about them being dead. She ain't one of them. She's really a neat person. It just sparked up the whole class. And I guess they didn't have any trouble. She didn't have any trouble with Phil until she turned him down for a date. Pendant les interrogatoires des élèves, une rumeur est parvenue aux oreilles des enquêteurs. Il aurait acheté une arme à un étudiant.
En interrogeant d'autres personnes de l'établissement, j'ai discuté avec un étudiant qui m'a expliqué qu'au cours d'une conversation, pendant la séance de mécanique automobile, il avait dit qu'il possédait un revolver de calibre 22. Jablonski lui a tout de suite proposé de l'acheter. L'étudiant a répondu qu'il ne souhaitait pas le vendre. Mais chaque fois qu'ils se sont vus, dans la semaine qui a suivi, il a insisté pour que l'autre lui vende son arme. L'étudiant a fini par céder, car l'argent lui serait plus utile que cette arme, qui restait dans sa voiture ou sa maison. Et il lui a vendu pour $60. Il ne savait pas que Jablonski était en conditionnel, ni ce qu'il comptait faire avec. Ce dernier lui a dit qu'il aimait le tir sur cible. Mais ce n'était pas vrai. But he just told me he wouldn't be in class tomorrow morning. That was the last time I seen him. Les filles de Fatima nous avaient dit qu'un homme blanc plus âgé avait raccompagné leur mère à la maison récemment, mais elles ignoraient son identité. La nuit du 22 avril, des témoins les ont vus partir dans la voiture de Jablonski vers 22 heures. C'était très important pour notre enquête, car on savait à présent que Jablonski se trouvait avec la victime, Fatima Van, à 22 heures, le soir de sa disparition. Des enquêteurs et des policiers sont venus me poser tout un tas de questions. Par exemple, si je connaissais quelqu'un qui aurait pu en vouloir à ma mère. Je ne connaissais pas son nom de famille, mais je connaissais son prénom. Et quand ils m'ont montré cette photo, c'était bien l'homme que j'avais vu, Philippe Jablonski. L'agent de conditionnel nous a envoyé une photo d'identité. On l'a montrée aux deux filles, et toutes les deux ont reconnu Jablonski qu'elles avaient vu à deux occasions différentes. Homme type caucasien, visage rond, peau un peu lâche, cheveux clairsemés et des yeux perçants que j'ai encore l'impression de voir aujourd'hui. À ce moment-là, on ne savait pas à quoi ressemblait Philippe Jablonski. La seule trace qu'ils avaient de lui à Burlingame, c'était le PV. Ils ont donc demandé à l'agent de la circulation qui l'avait arrêté de l'identifier. On a réuni 6 photos, dont une de Jablonski. En 1991, les emails n'existaient pas encore. On s'est donc rendu à l'aéroport de Palm Springs. Et on a pris le premier vol en direction de San Francisco. La police de Burlingame nous a accueillis sur place. J'ai montré les photos à l'agent de la circulation qui a bien identifié Jablonski. On savait que les meurtres avaient été commis le 23 avril, plus tôt en fin de matinée. Or, l'agent l'avait arrêté vers 14h30 cet après-midi-là. On savait donc qu'il était en ville le jour où les meurtres avaient été commis. Ça a été un grand moment de satisfaction pour les policiers de Burlingame et de Indio. Ils avaient le même suspect. Il ne leur restait plus qu'à le trouver et à l'arrêter avant qu'il ne tue quelqu'un d'autre. Si un tel crime se produisait aujourd'hui, la nouvelle se répandrait immédiatement sur les réseaux sociaux.
À l'époque, en 91, ça n'existait pas. Alors cette histoire ne s'est pas beaucoup ébruitée. Il pouvait être n'importe où, excepté à Burlingame ou à Indio. Où était-il? Et allait-il encore frapper avant qu'on l'attrape? Margie Rogers a 59 ans. C'est une mère de famille et une épouse aimante qui n'a pas besoin de travailler. Ils sont propriétaires d'une station-service et elle est sur le point de prendre sa retraite. Mais elle va se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Elle ne le sait pas encore, mais Philippe Jablonski sera son tout dernier client. Leaving Utah about 6 in the morning. The sign saying gas, diesel, truck stop ahead. Margie Rogers et son mari tenaient une boutique station-service près de l'autoroute 70 dans l'Utah. Le matin du 27 avril, Margie se lève comme d'habitude vers 6 heures et elle part pour la station-service afin d'ouvrir la boutique. Elle doit certainement se dire que ce sera une journée comme les autres. Pendant sa virée à travers le pays, Philippe Jablonski passe par l'Utah et s'arrête dans la station-service gérée par Margie Rogers. Vers 7 heures du matin, il attend dans sa voiture. Il observe l'établissement et il attend son heure. Il se décide quand il n'y a plus personne, sauf Margie. So I pulled out, went in. There was an older elderly woman at the counter. I come to the door, bought me a soda, some potato chips. Yeah, this is what I want. I have this woman. She asked if there was anything else I needed. I said no. Then I reached in my shirt, turned back around, shot her, I guess in the body somewhere. She goes, ah! I shot her in the head, she fell to the floor. I walked around, opened up the cash register, took all the bills out. Il entre dans la boutique et Margie lui demande gentiment si elle peut faire quelque chose pour lui. À ce moment-là, il lui tire une balle dans la tête. Il la viole, vole l'argent de la caisse enregistreuse et s'en va. Il est de nouveau sur la route. Jablonski est en vadrouille. Il a quitté la Californie et il traverse le pays. Les autorités savent qui il est et quelle voiture il a. L'alerte est donnée. Un officier de police du Kansas s'arrête sur une aire de repos. Il voit une voiture garée, capot relevé, mais elle a une couleur bizarre qui l'interpelle, une couleur de couche primaire. L'agent Smith repère une voiture suspecte et décide de parler à l'homme qui se tient debout à moins d'1 mètre du véhicule. Le policier a l'impression que l'homme ne veut pas lui parler. Alors il retourne dans sa voiture et lance une recherche sur la plaque minéralogique.
L'immatriculation du véhicule a révélé qu'il appartenait à Philip Jablonski, qui était recherché pour meurtre. À ce moment-là, le policier savait qu'il avait affaire à un homme dangereux, visé par un mandat d'arrêt, alors il était sur ses gardes. Il demande des renforts, mais beaucoup de choses lui traversent l'esprit. Les renforts arriveront-ils à temps? Il ne connaît pas les détails des meurtres, ni leur caractère barbare, ni le nombre de victimes. Dans ce système, il y a peu d'informations qui sont remontées jusqu'à lui. L'agent Smith n'interpelle pas immédiatement Jablonski. Jablonski décide de partir. Le policier le suit à quelques centaines de mètres afin de garder un œil sur lui en attendant que les renforts arrivent et qu'ils puissent l'arrêter. Il a suivi le véhicule sur environ 500 mètres après l'aire de repos. Puis les renforts sont arrivés depuis McPherson. Ce que la police veut absolument éviter, c'est une fusillade sur l'autoroute. Dès que les renforts rejoignent l'agent, ils enclenchent les sirènes. Au moment de faire tourner son gyrophare, il devait être inquiet de ce qui allait suivre. Il avait sûrement peur. Vers 17 h, en ce 28 avril, eh bien, je m'apprêtais à boire ma première bière, mais je l'ai posée. Je savais que je devais rester concentré. J'ai reçu un appel de McPherson au Kansas, et on m'a informé que Philip Jablonski était en garde à vue. J'étais vraiment soulagé qu'on ait enfin mis ce type hors d'état de nuire. On s'est rendu à McPherson l'après-midi du 30 avril. J'y ai retrouvé Eric Azelou. On était très enthousiastes, mais il nous fallait encore trouver des preuves afin de pouvoir l'inculper. On n'avait pas encore perquisitionné sa voiture, et on ignorait donc si on allait y trouver des pièces à conviction. Quand j'ai vu M. Jablonski la première fois dans le couloir, c'était un sacré gabarit, 1,90 m pour 115 kilos. Il était costaud et un peu hirsute. Il n'avait pas l'air intelligent. Ses yeux, ceux d'un tueur en série, étaient froids et vides, sans expression, des yeux inexpressifs, comme son visage. On l'a interrogé. What do you feel about conscience? I guess everybody has some kind of conscience. Some just control it better than others, and some don't. Il s'est montré coopératif, mais pas très bavard. Il était réservé, presque timide. Je ne m'attendais pas à ça après avoir vu Fatima gisant dans le sable. Je ne m'y attendais pas du tout. Les officiers de police qui l'ont interrogé ont fait leur maximum pour qu'il leur donne des informations. Mais ils n'ont rien obtenu. Okay. Did you know Fatima Bass? I can say anything. Did you take classes with her? I can say anything until I talk to her. Okay. Well, let me just ask you then one thing. When was the last time you were in Burlington? Have you ever been in Burlington? I can say okay. So, did you kill Fatima Bass? On a essayé de lui parler, mais chaque fois qu'on lui posait une question sur notre affaire, il refusait de répondre. Il a seulement répondu sur des détails de sa vie qu'on connaissait. Son incarcération, ses croyances ou non-croyances religieuses. Mais pour ce qui concernait ses éventuelles activités criminelles, c'était une carpe.
There's a couple of other things I need to know. Can you, in some very plain language, tell me what the difference is in your mind and give me an example of doing something right and doing something wrong? Robbery and wrong and telling the truth is right. Okay. Have you told us the truth today? Yes. Everything you've told us has been the truth? Yes. Are you tape recording for me? Oh, I'm used to them. Le 1er mai, on a obtenu le mandat de perquisition pour son véhicule. Et il y avait un revolver calibre 22 sous un siège de la voiture. Et même sans l'analyse, on était déjà sûr d'avoir trouvé l'arme qu'on cherchait. Celle qui avait tué Fatima Van. En fouillant la voiture, on a trouvé des traces de sang sur tous les sièges, mais aussi sur du gros adhésif. Sur la banquette arrière, il y avait une ceinture qui ressemblait à un crotale. La boucle d'un côté faisait penser à un serpent. Et sur l'autre face de la ceinture, écrit à l'encre bleue, se trouvaient les noms et la date des meurtres. En examinant la ceinture et les noms qui y sont inscrits, les policiers en reconnaissent plusieurs. C'était des noms de victimes. Fatima Van, mes 2 victimes, Carol Spadoni et Eva Peterson, ainsi que d'autres noms. C'est bien connu que les tueurs en série aiment collectionner les trophées et les souvenirs de leurs victimes. Bien sûr, les enquêteurs se demandent s'il y a eu d'autres victimes. D'autres corps sont-ils disséminés quelque part? That's where the gun was found? That's where the gun was found underneath the seat. Here you can just barely see it, but there's blood. Here is a better picture of it. There's bullets, the 22 bullets that were... Oh, this is the tape recorder that he was carrying? Yeah, it was a tape recorder. It was in the back, it was found in the back seat under a bunch of stuff. Pendant la fouille, on a trouvé un magnétophone à cassette sur la banquette arrière du véhicule. On a lancé la lecture. Et c'était terrifiant. Je n'ai pas eu besoin d'en entendre beaucoup pour savoir que ces enregistrements allaient me hanter toute ma vie. I pulled a gun on her, turned around, told her, time to get raped, sweet thing. Il a ni plus ni moins raconté comment il allait tuer ses victimes ou comment il les avait tuées. Il parlait de façon méthodique et calme. Parfois, on sentait son excitation dans sa voix. La police suppose qu'il se caressait pendant les enregistrements. Ces cassettes font froid dans le dos. Et après les avoir entendues, on ne peut pas être le même. Je n'ai jamais rien entendu de tel, ni avant ni après, en 30 ans de carrière. C'était des aveux, tout simplement. I seen that she had something I wanted, her body. Ces cassettes sont dures à décrire. Elles ont de quoi donner des cauchemars. If I get a chance, I'm kidnapping this one. I pulled a gun on her. Yeah, this is what I got. Both them bitches. Encore plus sinistre, après avoir enregistré ces séquences, on entend qu'il reprend l'enregistrement une fois qu'il est satisfait de ce qu'il vient de dire.
Il semble qu'il s'enregistrait en direct au moment de traquer ses victimes. Malheureusement, j'ai dû écouter souvent ces bandes au cours de l'enquête et de l'action en justice, pour différentes raisons. Et elles me hantent aujourd'hui. C'était en 1991, et je m'en souviens comme si c'était hier. Ces aveux enregistrés confirment à la police que Jablonski a tué Margie Rogers. En examinant la ceinture, les enquêteurs avaient déjà reconnu plusieurs noms. Eva, Carol, Fatima. Il y est aussi question d'une femme d'un certain âge. C'est Margie Rogers. L'inspecteur Barnecht a trouvé un calepin avec les noms et adresses de 2 autres femmes qui vivaient dans le Kentucky et le Mississippi. On a découvert que c'étaient des correspondantes avec qui il était toujours en contact pendant sa conditionnelle à Indio. Philippe Jablonski avait clairement prévu une fin horrible pour ces 2 correspondantes. Il a reconnu que s'il n'avait pas été arrêté et emprisonné au Kansas, il aurait rendu visite à ces 2 femmes. On peut en déduire qu'elles ont été sauvées par le fait qu'on lui ait mis le grappin dessus avant qu'il ajoute leur nom sur sa ceinture. C'est la confirmation qu'on a sauvé des vies et qu'il n'aurait pas arrêté. Il aurait encore tué jusqu'à ce qu'il se fasse prendre. Les procureurs de Riverside et de l'Utah se sont réunis et ont décidé de juger M. Jablonski dans le comté de San Mateo. Il fallait le mettre à l'ombre, l'empêcher de nuire pour toujours. Pendant le procès, il a gardé la même expression, assis, les yeux dans le vague. Aucun sentiment apparent, ni remords, rien. When I drove Burlingame about noon at Carol's house, I shot her right above the tit. I just turned the gun and shot Carol through the brain, through her head. Let her drop to the floor. She curled up. I shot her mother again in the head. Je ne sais pas comment un jury, en entendant ces mots, alors que Jablonski est assis juste en face, pourrait ne pas le déclarer coupable de meurtre avec préméditation. Ça m'a donné la nausée. Quel bonheur d'entendre le jury de Burlingame le déclarer coupable. Les délibérations ont été courtes. Les preuves étaient trop accablantes. Il a écopé de 2 peines de mort, puis il a été jugé dans le comté de Riverside. Il y a plaidé coupable pour obtenir la perpétuité sans conditionnel, au lieu de risquer une 3e peine capitale. 2 mois plus tard, l'audience de détermination de peine a envoyé Jablonski dans le couloir de la mort, à San Quentin. Mais d'une certaine façon, il a réussi à déjouer la mort. Après avoir passé plus de 20 ans dans le couloir de la mort, il a échappé à l'exécution et il a fini par s'y éteindre.
C'est l'homme le plus violent que j'ai jamais vu. Quand j'ai appris sa mort, j'ai su qu'il ne sortirait plus jamais et ne ferait plus jamais de mal à personne. Ma mère était tout pour moi. C'était mon héroïne. C'est elle qui m'a enseigné comment être une fille, une jeune femme, une mère. Chaque jour qui passe, il n'y a pas une heure sans que je pense à elle. C'est pour elle que je suis là. Je ne peux pas oublier que c'est grâce à elle que je respire chaque jour. La vie n'est plus du tout la même. Elle ne l'a jamais plus été. Quelles ont été les conséquences de cette affaire sur ma vie? Je dirais en premier lieu les cauchemars. J'ignore quel est le facteur déclencheur, mais cycliquement, ces cassettes me reviennent en tête. Je pense à mes petites filles. Je pense aux femmes de ma famille qui pourraient facilement devenir des victimes. Parce que elles sont aussi confiantes que l'était Fatima Vann. Je t'aime, maman. Tu me manques tous les jours. Je sais. Tu m'as toujours dit, tu dois être forte. Tu es une petite coriace. Tu peux gérer. J'essaye d'élever mes enfants. Et d'être la mère que tu m'as appris à être. J'espère que je te rends fière.